Juste sous la surface du sol, dans l'obscurité, grouille un monde auquel nous devons presque tout. La terre nourricière, source vitale mais fragilisée, appauvrie plus que jamais par la pollution, le tassement. D'un peu partout sur la planète, des alertes sont lancées, appelant sans tarder à un changement de nos méthodes agricoles pour que le sol puisse se régénérer. Mais qu'est-ce que ce sol, si souvent méconnu? La croûte terrestre subit les effets de l'atmosphère. L'eau, l'air et la biologie altèrent la roche qui se désagrège en particules minérales de plus en plus fines, d'abord des cailloux et du sable, puis du limon et enfin de l'argile. Juste sous la surface, de la matière organique est décomposée par des bactéries, des micro-champignons et d'autres organismes formant de l'humus qui assure la fertilité de la terre et lui donne sa couleur noire. Ensemble, les constituants minéraux et la matière organique composent la base du sol, la structure dans laquelle les végétaux vont se fixer et puiser, grâce à leurs racines, l'eau et les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour croître. Les vers de terre jouent un rôle capital dans la fertilisation naturelle du sol. Ils mélangent la terre dans leur tube digestif, où les matières organiques et minérales sont liées au cours du transit pour former des agrégats chargés en nutriments. Les vers ont également un rôle de véritables ingénieurs dans la structure du sol. Les galeries qu'ils creusent peuvent mesurer des centaines de mètres pour un seul mètre cube de terre et aménager ainsi des habitats pour d'autres organismes. En plus, élément fondamental, ces galeries assurent l'écoulement des eaux de pluie, l'aération du terrain et facilitent l'enracinement des végétaux. Car les végétaux ont besoin d'une terre poreuse et riche en nutriments pour assurer leur croissance. Mais cette terre vivante est très fragile et peut rapidement être détruite lorsque l'activité humaine est inadéquate. La pratique ancestrale du labour est aujourd'hui combattue. C'est quelques centimètres sous la surface du sol que la vie favorable à la croissance végétale s'organise. Les couches ne doivent pas être mélangées car chacune abrite une population de micro-organismes bien déterminée. Retourner la terre place à l'air libre la vie souterraine qui est peu à même de supporter la lumière, les ultraviolets et l'atmosphère ambiante. Et la terre, tassée sous le poids des machines agricoles, se compacte en mottes de plus en plus dures qui empêchent l'eau de s'infiltrer. On parle alors de semelles de labour où les racines peinent à s'enfoncer. Dans cette expérience, deux graines identiques sont plantées. L'une dans une terre riche, à gauche, qui a été prélevée proche de la surface du sol. La seconde, à droite, dans une terre extraite d'un sol plus profond, manquant de porosité et que peu d'organismes vivants habitent. La terre riche permet aux racines de se déployer en de nombreuses ramifications qui rendront la plante plus solide. Globalement, les modes de production agricoles dont nous avons hérité mettent en péril les ressources alimentaires, l'environnement et la biodiversité. Un déboisement massif a lieu partout sur la planète, comme ici en Amazonie. À Bornéo, la culture de l'huile de palme détruit l'environnement naturel et met en danger des espèces qui y vivaient depuis des millions d'années. Pourtant, sur tous les continents, des solutions émergent parmi ceux qui cultivent la terre et tentent à converger. L'agriculture de conservation, c'est un ensemble de techniques qu'on regroupe sous 3 piliers. Le premier, c'est ne pas agresser mécaniquement le sol. Donc on va plus particulièrement éviter de labourer et éviter globalement toutes les opérations mécaniques. Le deuxième pilier, c'est d'avoir des rotations très diversifiées. Ça veut dire au lieu de faire 2-3 cultures qui reviennent au bout de 2-3 ans, on va allonger en ayant 5, 6, 8, 10, 12 cultures, donc avec des temps de retour très différents, et ça va créer une diversité dont le sol va profiter. Et puis le troisième pilier, c'est de ne jamais laisser le sol nu. Ça veut dire que parfois pendant les cultures, sous forme associée, mais surtout entre les cultures, on va mettre ce qu'on appelle des couverts végétaux.
l'agriculteur burkinabé Pierre Kientega témoigne de son expérience. Au Burkina Faso, où je suis, avec mon épouse, nous avons reçu une terre qui était complètement aride. Nous apportons de la matière organique, les feuilles mortes, la paille. Cela enrichit le sol qui reprend vie. Yvan Cholet pratique depuis une dizaine d'années l'agriculture de conservation en campagne genevoise. L'agriculture de conservation, c'est la vie du sol d'abord. Notre objectif, c'est de tout faire pour amener de la vie dans ce sol. À partir du moment où on a un sol vivant, on arrivera à produire des aliments de qualité. Les couverts végétaux ont plusieurs rôles pour éviter le lessivage des sols, c'est-à-dire venir capter tous les éléments mobiles dans notre sol qui viendraient être lessivés. Donc on va venir semer des couverts, des plantes entre deux cultures, pour pomper tous ces éléments libres dans notre sol, pour pas qu'ils partent dans la nappe phréatique ou dans les ruisseaux et ainsi de suite. Un sol, si on veut qu'il travaille, il ne doit jamais monter en température, il ne doit jamais sécher. Donc à partir du moment où il est couvert, il sera à l'ombre et protégé des rayons du soleil, ce qui va éviter la montée en température des sols. Une fois que ce couvert va être détruit, il va être mangé ou digéré par toute la vie du sol, aussi bien champignons, vers de terre, mille-pattes, et tous les micro-organismes du sol. C'est très important, ils ont besoin d'avoir cette nourriture en surface. L'idée, ça serait peut-être de mettre un label sur pied pour promouvoir cette qualité de sol, un label sol vivant. Pascal Boivin, professeur à la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture à Genève, étudie la qualité des sols agricoles. Donc là, on a extrait un bloc dans une parcelle qui n'est pas en agriculture de conservation, qui est très représentative de ce qui se fait généralement, qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire du labour. Ça a été compliqué de l'extraire parce que ce sol, une fois sec, mais comme il est compact, devient très très dur. Mais voilà, un espèce de bloc, monobloc. Je vais dégager des surfaces comme ça, complètement lisses, complètement fermées. L'eau ne va pas rentrer, l'eau ne va pas être stockée, donc il n'est pas aéré, mais il ne stocke pas d'eau non plus. Je trouve des matières organiques peu ou pas décomposées, de rares racines qui ont réussi à passer, probablement grâce à un ver de terre. Ça, c'est l'état du sol, malheureusement très représentatif de nos sols de la région. Par comparaison, le même sol, en agriculture de conservation depuis une dizaine d'années, le voilà. On n'a pas réussi à amener un gros bloc, parce qu'il s'émiette naturellement. Si je le prends, j'exerce à peine un effort. L'ensemble va se déliter et avec des agrégats qui peuvent être extrêmement poreux, extrêmement fins. Beaucoup de racines dedans, beaucoup de débris en train de se décomposer cette fois de façon très active. On est sur le très bon chemin et on a déjà fait un énorme travail. Mieux aimer la terre, c'est se rapprocher du fondamental, lieu de ralliement entre ceux qui la cultivent et nous tous, qu'elle nourrit. Bonsoir à chacun. Merci d'être venu. Vous l'entendez déjà et vous allez l'entendre toute la soirée. J'ai effectivement un petit accent du Sud. Mais pardonnez-moi et vous allez me pardonner. Je sais que vous allez me pardonner parce que même si 100% de mon accent est du Sud de la France, 50% de mon ADN vient de la Brévine. Alors j'ai essayé de vous amener le soleil toulousain, j'ai pas réussi. Mais vous inquiétez pas, je ne crains pas le froid suisse. Bon, je m'appelle David, je suis marié à Elisabeth et nous avons 2 enfants qui font notre joie et notre fierté. Ce soir, à l'invitation de Jean-Marc, je vais avoir le plaisir de vous parler d'un de mes sujets préférés, le Père et sa création. Parce que le vrai sujet, il est là. Comment vous allez le découvrir tout le long de la soirée. Comme Jean-Marc vous l'a dit, on va faire en 2 parties. Une première partie sera un peu plus... On pourrait dire théorique, mais en même temps, c'est pas théorique. La première partie sera un peu plus biblique. On fera une petite pause et ensuite, on ira sur le fond du sujet
pour découvrir comment fonctionne la création. Et mon défi ce soir, c'est de vous faire, si ce n'est pas déjà le cas, tomber amoureux du Créateur qui a créé cette création si magnifique et si parfaite, malgré ce que l'homme et le péché a pu en faire. En préalable, comme l'a dit Jean-Marc, le but, ce n'est pas juste une conférence où vous m'écoutez parler, même si c'est déjà agréable pour moi, mais que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et première chose, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que mes réponses qui pourraient l'être à la limite. Et il n'y a pas de questions qui fâchent, il n'y a que des personnes qui ne savent pas accueillir des questions qui sont légitimes. Donc, vous gardez aucune question pour vous, vous me faites signe et je vous donne la parole. Ce qu'on fera, c'est que vous me donnerez votre question et moi je la résumerai au micro pour l'enregistrement. Voilà, tout simplement. Peut-être que sur la première partie, vous aurez moins de questions. Je pense qu'elles arriveront beaucoup sur la seconde partie, mais n'hésitez pas à n'importe quel moment à m'interrompre. Ça ne me fera pas perdre mon fil et si je le perds, je le retrouverai, il n'y a pas de souci. Mon père était paysagiste. Donc, dès petit, j'étais avec lui. Mais pour moi, ce n'était pas une activité si passionnante que ça. Aller ramasser les feuilles, retourner la terre, ce n'était pas forcément passionnant. Mais ça me permettait d'être avec mon père, c'était déjà pas mal. Comment je me suis retrouvé à être passionné et aujourd'hui formateur en permaculture? C'est tout simple. Je me suis marié, j'ai eu un enfant, et puis j'en ai eu un deuxième. Et au deuxième enfant, on a dit, l'appartement, c'est fini, il faut qu'on passe à la maison. Alors on est passé à la maison, et puis il a fallu entretenir le jardin qu'on avait désiré. Et là, tout d'un coup, c'était plus une corvée. C'était plus la corvée que je faisais avec mon père, c'était le plaisir. Et puis même, c'était aussi une façon de repasser un petit peu de temps avec mon père, puisqu'il nous avait quittés. Donc j'avais tous ces petits intérêts pour m'occuper de mon jardin. Et puis j'ai un de mes beaux-frères qui a toujours traîné dans les milieux très alternatifs et qui m'a dit pour ton potager, il faut que tu t'intéresses à la permaculture. Aujourd'hui, on commence à en parler un petit peu et dans certains milieux, c'est très à la mode, ce qui nous pose d'ailleurs de gros problèmes. Mais c'est pas grave. Mais à l'époque, personne n'en parlait. Les seules personnes qui en parlaient avaient un accoutrement particulier et fumaient des choses qui n'étaient pas forcément tout à fait légales. Donc il fallait passer par-dessus cette barrière culturelle pour s'intéresser quand même au fond du sujet. Mais comme je fais confiance à mon beau-frère et malgré son style de vie toujours très alternatif, c'est un ingénieur et il garde ce fond très sérieux. S'il me dit que c'est sérieux, je peux y aller. Et donc je découvre tout un monde que je ne connaissais pas. La permaculture a été inventée, en fait, il y a une seule chose qui a été inventée, c'est le terme permaculture, par deux personnes, deux Australiens, un agronome et puis un autre chercheur, et ils ont étudié un peuple premier, un peuple aborigène qui vit aujourd'hui comme il y a plusieurs milliers d'années. Et en étudiant et en observant leur fonctionnement et leur rapport à la nature et à ce que nous appelons la création, ce qu'ils n'appellent pas eux la création, mais nous l'appelons la création, ils ont commencé à développer toute une liste de règles en se basant sur leur observation du fonctionnement de ce peuple et sur les découvertes agronomiques de ces années-là. Pour la petite histoire, ils ont quand même voulu déposer le brevet de la permaculture. Donc ils avaient quand même, c'est pas tout beau, tout rose comme on pourrait nous le présenter. Mais bon, ils ont au moins ce mérite d'avoir inventé ce terme de permaculture, la culture permanente, la culture sans arrêt, sans revenir toujours à zéro. On pourra rentrer dans les détails plus tard. Et donc je me suis passionné par ce sujet, j'ai écouté au début des gens, comme je vous ai dit, peu recommandables. Et puis je me suis intéressé aux gens qui étaient derrière, aux gens qui réfléchissent, aux scientifiques qui sont derrière. Et j'ai écouté de plus en plus de conférences de scientifiques. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé à être en capacité à mon tour de transmettre. Alors j'ai commencé à transmettre. Et puis je suis devenu formateur bénévolement dans ce métier-là, enfin dans ce domaine-là. Et c'est pas mon métier, c'est quelque chose que je fais bénévolement. Et puis un jour, j'ai des amis de l'église qui me disent « David, tu pourrais nous faire une soirée permaculture? On a mes parents qui viennent et puis on sera quelques-uns. Et puis moi, j'aime m'adapter à mon public. » Et là, on m'a dit « Ça sera une soirée, il n'y aura que des chrétiens. » Alors, quand je parle à des agriculteurs, je n'utilise pas les mêmes images que quand je parle à des bobos du centre-ville toulousain ou centre-ville parisien. Je m'adapte à mon public. Donc je me suis rappelé que dans la Bible, ça commence dans un jardin. Alors j'ai repris la Genèse. Et je me suis dit, je vais bien trouver au moins une phrase ou deux que je pourrais reglisser pour adapter mon message. Et heureusement que j'étais assis. Parce que je découvrais dans le mandat confié à Adam l'intégralité des
des règles de la permaculture. Un peuple premier, le peuple hébreu, avait mis par écrit quelque chose qui venait de la part de Dieu. Et ce quelque chose, c'était déjà ce rapport à la création particulier. Alors, j'ai étudié un peu plus, je suis allé rechercher l'hébreu, j'ai demandé à des copains qui s'y connaissent un peu mieux en théologie que moi, et j'ai avancé jusqu'à écrire ce livre, Genèse de la permaculture. Relire la Genèse de la permaculture avec relire la Genèse avec ses lunettes de formateur m'a permis de découvrir cette vision biblique de la création et donc du rôle de l'homme au cœur de celle-ci. Et la première question que je voudrais vous poser, qui est le propriétaire de la terre? Alors, exactement, la Bible nous le dit, on peut lire en Deutéronome, « Voici, à l'Éternel ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'il renferme. » Donc c'est quand même toujours bien, quand on a un problème avec quelque chose, c'est de savoir à qui ça appartient. Le propriétaire, c'est Dieu. Moi, j'ai travaillé aussi dans le monde de l'entreprise et dans le monde associatif et j'ai eu à gérer des personnes. Et quand j'ai un problème avec un salarié, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la fiche de poste. Et la fiche de poste, le poste, c'est le mandat qui a été donné. Et des fois, c'est le mandat qui a été mal écrit. Ce qui n'est rarement le cas avec Dieu. Et des fois, c'est une mauvaise adaptation de ce mandat. Et je voudrais vous proposer que si l'homme a fait ce qu'il a fait aujourd'hui avec la terre, c'est pas parce que la Bible lui a dit, l'a mis dans une mauvaise voie, c'est parce que le mandat a été mal interprété. Alors je relis ce mandat, cette mission, en Genèse 1, au verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors on a plusieurs groupes de verbes. Les premiers posent pas trop de problème. Quoique aujourd'hui, soyez féconds et multipliez, il y a certains qui voudraient revenir là-dessus. Alors on pourra y revenir si vous voulez, mais juste en 2 chiffres, si on mettait toute la population mondiale aux États-Unis, on aurait la densité d'habitation de la Belgique. Et je ne crois pas que nos voisins belges soient surpeuplés. Donc ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème de rapport à la création et certainement d'autres choses, mais je suis maintenant convaincu que même cette partie-là, Dieu n'avait pas tort. Remplissez la terre, je viens d'en parler. Alors là, juste après, par contre, ça pique un peu. Assujettissez, dominez. Ah là, ça pique. Pour un occidental du 21e siècle, il y a des verbes qui tapent un peu. Assujettir, réduire à l'état de sujet. Oui, mais ce mandat, il a été donné à l'homme avant la chute. Du coup, qu'est-ce qu'un roi qui serait sans péché? Qu'est-ce que la royauté selon la Bible? Je ne parle pas de la royauté selon ce que les hommes en ont fait, mais selon le projet biblique. Nous devons nous dépouiller de notre lecture d'occidental du XXIe siècle pour redécouvrir le sens réel du mandat confié à l'homme. Que dit la Bible par rapport à la royauté? Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, c'est en Deutéronome 17, il, le roi, écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Donc le roi n'est pas là pour donner la loi, pour dire la loi, mais le roi est là pour écouter la loi de la part de Dieu, et certainement pour la mettre en application. Mais ce n'est pas lui qui fait la loi. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Ce n'est pas la royauté telle que nous la voyons. Le roi, selon la Bible, est au service de Dieu et au service des hommes. On va pouvoir continuer à développer cette idée un peu plus loin. Donc revenons au premier jour d'Adam. Parce que quand même, il y a eu un premier jour pour Adam. Adam, vous vous rappelez, a été créé au 6e jour. En Genèse 1, verset 31, on peut lire, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé. Il venait juste de créer l'homme.
et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour. Et il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Le Shabbat. Alors c'est très bien, ce soir, depuis quelques heures, on est rentré dans un temps de Shabbat. Et Adam a commencé sa vie et sa mission sur terre par le Shabbat. C'est intéressant parce que un peu plus tard, le Shabbat vient après c'est le 7e jour, c'est le dernier jour, tu vas te reposer. Mais Adam, ce fut son premier jour. Il y a deux interprétations très courantes, il y a une interprétation très courante par rapport à ce 7e jour, c'est de dire que c'est le jour où Dieu s'est retiré pour laisser la place à l'homme. Moi, je voudrais vous proposer, c'est une suggestion, que c'est le moment où Dieu invite l'homme à commencer. Mais pas déjà à travailler, mais à commencer par voir et contempler l'œuvre de Dieu, avant d'entrer dans la mission. Ce n'est pas le même positionnement. Prendre le jour mis à part pour Dieu, pour se reposer, c'est juste et légitime. Mais prendre ce jour pour observer et contempler l'œuvre de Dieu, et depuis ce temps de repos et d'observation de la création merveilleuse de Dieu, entrer dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance, c'est une toute autre dimension. Alors, vous allez peut-être crier au scandale, c'est pas grave. Moi, j'aime imaginer que ce premier jour, Adam est venu voir Dieu. Et puis il lui a dit, « Père, je suis là, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi ma mission ?» Ben, ta mission? Non, pas tout de suite. Demain. Aujourd'hui, observe. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Demain, ta mission. Demain, on fera ça ensemble. Et la parole semble aller dans ce sens. Genèse 2, verset 19, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Et là, c'est très intéressant pour moi en tant que formateur en permaculture, parce que l'un des premiers piliers, le premier pilier de la permaculture, c'est l'observation et la connaissance de son milieu. Plus on apprend de choses sur le fonctionnement de notre milieu, et plus on apprend sur le fonctionnement de la création, plus on ne peut être qu'émerveillé par son Créateur. Et je suis convaincu qu'Adam a commencé sa vie ainsi. Enfin, il me semble que c'est ce que la Bible explique. Et puis vient la chute. Vous connaissez des définitions de la chute, je vous en propose une ce soir. Ne la retenez pas forcément, c'est pas la meilleure, mais moi elle me plaît. La chute, une pomme, 2 poires et beaucoup de pépins. La chute et ses conséquences. Dieu l'avait dit. Dieu avait confié tous les arbres et il avait donné à l'homme la possibilité de manger de tous les arbres. Et puis il avait laissé de côté l'arbre de la connaissance. Là encore, suggestion, je ne vous la pose pas, mais je vous propose de voir cette spécificité de cet arbre comme... Certains voudraient nous faire croire que Dieu ne voulait pas, voulait garder l'homme dans l'ignorance. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Je vous propose qu'en fait, Dieu voulait que la connaissance vienne dans la relation avec lui, vienne dans cette relation quotidienne et dans ce cœur à cœur avec lui. Mais il y avait la possibilité de se passer de la relation et d'aller directement à la connaissance. C'est ce que l'ennemi est venu proposer. L'ennemi est venu proposer à l'homme, avec un grand H, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le projet de Dieu, c'était que nous soyons des rois sur cette terre. Il y a Dieu, les rois et sa création. Notre ennemi est venu nous dire, « Roi, à quoi ça sert? Si tu étais Dieu plutôt. Si c'était toi qui décides ce qui est bien, si c'était toi qui dis ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, c'est pas plus mal. » Vous connaissez la conséquence. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivâient la terre d'où ils avaient été pris. Pour qu'ils cultivâient la terre. Le mot en hébreu pour cultiva, c'est avad.
Avad veut dire travailler au service d'eux. Donc je le relis avec cette définition. Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent au service de la terre d'où il avait été pris. Vous commencez à voir quelques petits liens entre la vidéo que vous avez vue juste avant et ce que je commence à dire. Travailler au service. On est loin de assujettir, dominer. Eh bien oui. Le mandat qui avait été donné à Adam avant la chute a changé. On le voit un peu plus tard. Au temps de Noé, le mandat est redonné. Il est rappelé. Vous vous rappelez, je vous le redis, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez ». Le début n'a pas changé. En Genèse 9, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». La première partie du mandat est toujours là. La seconde a totalement changé et radicalement. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Je vous propose ce soir de comprendre cette deuxième partie du mandat, non plus comme un mandat originel, mais comme les conséquences de cette chute. L'homme déchu, qui n'est plus dans la relation avec Dieu le Père, n'est plus en capacité d'être celui qui va assujettir la terre et dominer. Parce que son cœur étant déformé par le péché, n'est plus en capacité d'être ce roi bienveillant au service de la création. Un homme soumis au péché n'est pas en capacité d'être le juste gestionnaire de la création. Puis, Jésus est venu sur terre. Lui, le nouvel Adam, en qui et par qui tout redevient possible. Au travers de lui, nous pouvons avancer et réapprendre à prendre soin de la création, de sa création. Réconciliés avec le Père, nous pouvons à nouveau être dans cette relation directe avec le Père qui peut nous dire « Assieds-toi mon fils, observe ma création et demain tu vas entrer dans les œuvres que j'ai prévues d'avance. » C'est la fin de la première partie. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie plus biblique avant qu'on attaque les sujets plus conflictuels? Non? Vraiment pas? J'ai choqué personne? Je suis presque déçu. Alors, on reprend cette création. Il faut bien la comprendre pour pouvoir fonctionner avec elle. Le sol commence nu. Il y a différentes étapes de colonisation d'un sol nu. Si vous avez un sol, on prend un sol fraîchement labouré et on le laisse en touche rien. Première année, vont pousser des plantes annuelles. Ce sont des plantes faites pour couvrir le sol, parce que comme vous l'avez entendu dans la vidéo d'avant, le sol n'est pas fait pour être nu. On pourrait imaginer facilement que pour le sol, être nu, c'est comme moi quand je suis sans t-shirt. En fait, c'est pas du tout ça. Le sol, être nu, c'est comme moi si je m'arrachais la peau. La chair à vif, c'est pas pratique. C'est pour ça que Dieu a créé des plantes qui sont vraiment très agressives et dont le but, c'est de couvrir rapidement le sol. C'est pour ça que vos parents et vous-même avez passé tant d'années à bêcher le sol entre les plants pour essayer de garder ce sol sans concurrence. On pourra revenir sur ce thème de concurrence, mais surtout, c'était tellement difficile et ces plantes avaient tellement de facilité à pousser à côté de nos légumes. C'est simple, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour rapidement pousser, couvrir le sol. Et donc, elles font leur cycle de vie en une saison. Elles germent, elles fleurissent, elles vont à la graine et elles meurent. Ensuite viennent les bisannuelles. Les bisannuelles, c'est la même chose. Elles sont un peu moins agressives, mais elles arrivent et leur cycle de vie est un peu plus lent, il est sur 2 ans. Puis viennent les vivaces herbacées. Eux, leur cycle de vie, c'est entre 3 et 100 ans. Puis viennent les arbustes. Leur cycle de vie, c'est entre 50 et 150 ans. Et puis enfin, les arbres, avec une capacité de vie pouvant aller à plus de 5000 ans. Si vous laissez un sol nu aujourd'hui, que vous revenez dans 50 ans, c'est une forêt. Parce que la terre a été faite pour fonctionner ainsi. Et chaque fois qu'on va labourer le sol,
à la façon dont nous le faisons depuis l'après-guerre, eh bien, nous reprenons le cycle à chaque fois au tout début. Donc, nous relançons le cycle à zéro à chaque fois que nous retournons le sol avec les plantes les plus agressives. Et en fait, on se dit souvent que s'il y a une plante qui pousse, c'est parce qu'il y a une graine qui correspond dans le sol. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas suffisant. On s'est rendu compte que si une plante pousse, c'est parce qu'il y a les conditions exactes réunies pour qu'elle pousse. Mais ça va encore plus loin que ça. Le Créateur a bien pensé les choses. Les plantes qui poussent viennent répondre aux problèmes du sol à ce moment-là. Les plantes qui poussent viennent pour réparer le sol, pour l'améliorer, pour l'amener vers la forêt. Et on appelle ça les plantes bio-indicatrices. Si vous voulez connaître l'état de votre sol, vous prenez une petite application, parce que certains sont peut-être herboristes, mais ce n'est pas le cas de tous. On ne connaît pas, et moi-même, je ne connais pas les plantes. Moi, je connais le sol. Chacun sa spécialité. On ne connaît pas toutes les plantes, mais quand vous connaissez les plantes, vous notez le nombre d'une certaine plante que vous avez qui pousse spontanément. Si vous ne savez pas, il y a des applications aujourd'hui qui vous aident à reconnaître ces plantes. Et ensuite, vous allez faire une petite recherche. Soit vous avez la possibilité d'acheter une encyclopédie de plantes bio-indicatrices, soit vous demandez à quelqu'un qui sait, soit vous cherchez sur Internet. Il y a de plus en plus de plantes où vous trouvez les fiches sur Internet qui vous indiquent pourquoi elle est là. Je vais vous prendre 2 exemples. La pâquerette. La pâquerette, elle ne pousse pas que pour faire des jolies petites fleurs et pour faire des colliers quand on est enfant. Elle se trouve dans les sols qui sont argileux et acides, plus ou moins épuisés en calcium. La création étant bien faite, cette même pâquerette est riche en carbonate de calcium. Elle est là pour réguler ce déséquilibre en calcium. Un autre exemple, le chien-dent. Le chien-dent est une herbe indésirable au potager, bien connue de tous les jardiniers amateurs. Mais elle est le signe d'une terre fatiguée, qui a perdu sa structure et qui a été trop souvent travaillée. Donc le chien-dent vient là pour retenir le maximum possible de cette terre qui est en train de partir. Parce que le chien-dent, il arrive avec ses rhizomes très puissants, ses tiges souterraines, qui portent les racines, et ils vont contribuer au décolmatage et à l'ameublissement naturel de ce sol. Et des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Ne me posez pas la question à la fin, ça c'est des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Si, quand j'ai mes encyclopédies, je peux faire les recherches, mais il y a trop d'informations et je ne les ai pas toutes retenues. Mais vous comprenez le principe. Si une plante pousse, elle est là pour une raison. Alors il y a des fois, ça peut être intéressant de connaître quel est le problème de mon sol, pour savoir si moi, est-ce que je vais aider ce problème à être résorbé parce qu'il y a peut-être des choses que je peux faire, ou alors est-ce que justement je vais laisser ces plantes pour qu'elles puissent par elles-mêmes réaméliorer mon sol. C'est plein de discussions qui peuvent avoir lieu et il n'y a jamais une seule solution et un seul point de vue. Et ça dépend de plein de facteurs. Dans le petit film tout à l'heure, on parlait du phénomène ancestral du labour. J'aimerais apporter une petite nuance. Le labour d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec le labour d'avant. Le labour d'avant, il était fait à la force d'homme avec des socs qui allaient très peu profond. On grattait en surface. Je vais même vous choquer. J'espère. Ou pas. Je suis tombé sur J'ai lu un écrit d'un abbé du XVIIe siècle qui râlait par rapport à ses laboureurs. Peu importe le sujet pour lequel il râlait, enfin si, je vais vous le dire, c'est important. Il râlait parce que les laboureurs passaient trop tard après les semailles. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma phrase qui vous choque? Les laboureurs arrivaient trop tard après les semailles. Mais ça, c'est aujourd'hui, madame. Madame a dit, d'habitude, on laboure avant de semer. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, on laboure pour gérer les herbes indésirables. Mais imaginez, vous êtes en train de semer à la volée, comme on faisait avant, parce que maintenant, on sème directement dans le rang, on ne gaspille pas de graines. Eh bien, vous veniez après avec un petit soc de labour, sur 5 cm ou moins, juste pour, hop, enterrer la graine et faire des sillons. Mais ça, c'était avant. C'est quelque chose que nous avons oublié, tout simplement. Et même si nous labourions avant aussi pour préparer le sol, mais c'était juste en surface. Pour
pour compléter ce qui a été dit par rapport au sol, les 5 premiers centimètres du sol, les bactéries qui vivent à l'intérieur sont des bactéries, on appelle ça aérobies. Ce sont des bactéries qui ont besoin de l'oxygène pour fonctionner. Ce sont exactement les mêmes, pas à peu près, exactement les mêmes que celles que vous avez dans votre bouche. Du coup, est-ce qu'il faut embêter les enfants qui mettent de la terre à la bouche? Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, on a l'horizon en dessous, les 10-15 cm en dessous. Ce sont des bactéries qui sont mixtes. Elles ont un petit peu besoin d'oxygène et peuvent s'en passer. Elles sont là, elles aussi, pour structurer cet horizon de sol. Et c'est exactement les mêmes que celles que nous avons dans notre estomac. Puis, si nous allons plus profond, et donc ça va de 15-20 cm jusqu'aux 60 mètres de sol dans certains endroits du monde, ce qui n'est pas le cas ici, ce sont des bactéries qui vivent en anaérobiose, c'est-à-dire sans oxygène. Et elles fonctionnent comme ça. Ce sont exactement les mêmes que celles que nous avons dans le côlon. Et donc, imaginez un labour. Je prends les bactéries qui sont dans le côlon et je les mets dans la bouche. Et vice-versa. Vous vous en rappellerez. C'est entre autres ce que nous faisons lorsque nous labourons. Lorsque nous retournons le sol, nous inversons la vie, donc nous tuons tout l'équilibre du sol est mort. Nous avons hérité, à la fin de la guerre, de 2 chaînes d'industrie qui étaient très rentables. Les bombes et les tanks. Nous avions un savoir-faire. On s'est rendu compte que là où on avait largué un paquet de bombes, les plantes poussaient mieux. Et c'était vraiment à profusion. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas larguer des bombes dans nos champs? Et donc on a transformé les usines à bombes en usines à engrais. À quelque chose près, c'est la même chose. D'ailleurs, on surveille toujours les engrais par rapport à certaines personnes qui sont terroristes et qui auraient appris certaines façons de faire des bombes. Et certains agriculteurs, dans leur jeunesse, se sont amusés à faire quelques explosifs et je ne vous demanderai pas si c'est votre cas. Passons. Donc, on n'a pas perdu cette industrie et on a pu trouver un débouché pour ces hommes qui avaient besoin de travailler. Et puis, on avait des tanks. On n'avait plus besoin de autant de tanks. Mais ça tombe bien. On avait perdu des hommes à la campagne et il fallait remplacer tous ces hommes. Eh bien, un tank peut tirer des choses assez lourdes. Et donc, on a transformé les chaînes de tanks en chaînes de tracteurs. C'est pas si différent, finalement. Il suffit d'enlever le canon, et puis on change 2-3 choses, et voilà. Et donc, on s'est retrouvé avec une industrie de guerre dans l'agriculture. Et l'agriculture a été transformée par ce nouvel outil. Si vous n'avez qu'un marteau, vous voyez tous les problèmes comme étant un clou. Pour enfoncer une vis, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça fonctionne. Et bien, c'est un petit peu ce qui nous est arrivé. Je vais revenir au fait que l'engrais puisse faire pousser mieux les plantes. Mais pour ça, je vais vous raconter comment ça fonctionne dans la création par rapport à l'engrais. Je vais vous présenter l'un des éléments, mon élément préféré du sol. Juste avant, on vous a présenté les vers de terre, c'est normal parce que c'est celui qu'on voit facilement et puis rapidement on peut savoir la santé d'un sol en regardant les vers de terre. D'ailleurs, petite parenthèse, les vers de terre nettoient tout le sol en 50 ans. C'est-à-dire que si vous laissez un sol, vous revenez 50 ans plus tard, tout le sol a été déjà digéré au moins une fois par les vers de terre. Et il faut dire aux enfants, moi je le dis à chaque fois aux enfants qui sont un peu dégoûtés parce que c'est du caca de vers de terre quand même. C'est pas du caca de vers de terre, c'est la terre propre. C'est la terre la plus propre que vous pouvez trouver. Si vous avez envie de la prendre pour la mélanger à votre terreau, pour vos pots à l'intérieur, c'est parfait. Il y a une autre terre qui est aussi pas mal, c'est la terre des taupes. Vous récupérez la terre des taupes, elle est géniale pour la mélanger au terreau pour vos plantes vertes. Ne m'en demandez pas plus sur les plantes, parce que pour moi, les plantes en pot, c'est comme les lions dans les eaux. Ça fonctionne, mais ce n'est pas l'idéal. Je reviens à mon élément préféré. Mon élément préféré, c'est le champignon. Les champignons, c'est eux qui sont ceux qui apportent tout aux plantes. Ce sont les dealers communautaristes de la création. Dealers parce qu'ils font un marché. Le marché est simple.
Vous les plantes, vous les arbres, vous avez la capacité de faire de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est vous transformer le méchant CO2 des hommes qui fait réchauffement climatique, il paraît, ou pas, j'en sais rien. Vous le prenez et vous le transformez en sucre. Mais c'est génial ça. Parce que moi, le champignon, je ne sais pas transformer le CO2 en sucre. D'ailleurs, je ne sais pas synthétiser le sucre. Mais j'ai besoin du sucre pour vivre. Je vous fais un deal. Moi, j'ai des racines géniales qui vont partout. Je connais tout le monde, j'ai un super réseau. J'ai inventé le web avant le web, j'ai inventé les chemins de fer avant le chemin de fer. Le fret, c'est moi. Tu veux quelque chose? On signe un contrat, 20% de ton sucre contre tout ce dont tu as besoin, et même de l'eau, je te l'apporte. On a fait un test en Europe de l'Est, à une époque où on faisait encore des expériences un peu étranges. On a pris une souris et on l'a nourrie et on l'a alimentée. Dans son alimentation, on a rajouté du magnésium radioactif. Pas pour la tuer, juste pour pouvoir suivre ce magnésium à la trace. Au bout d'un moment, la souris est morte. Je ne sais pas si elle est morte de mort naturelle ou si on a mis fin à sa vie rapidement. Peu importe. On a pris cette souris et on l'a mise dans un pré. Un pré naturel. Pour pouvoir suivre en temps réel à combien de centimètres carrés allait se trouver ce magnésium. Allez, d'après vous, sur combien de mètres on a retrouvé ce magnésium qu'on a suivi à la trace? Dites-moi des chiffres. Combien? Le kilomètre. Le kilomètre. On s'est arrêté de compter au bout d'un hectare. Parce que le champignon est communautariste. Il n'est pas capitaliste. Le capitaliste trouve une mine. Yes, j'ai une mine. Je donne ce que j'ai envie. Le reste, je le stocke. Quand le cours monte, hop, j'en mets un peu plus. Quand le cours est trop bas, hop, j'arrête d'en donner le temps que le cours remonte. Et après, je recommence. Ça, vous connaissez tout ça, c'est l'économie comme on la vit. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, c'est un fonctionnement. Aujourd'hui, la souris, elle est morte juste au-dessus d'un champignon. Donc, il a tout ce qu'il a besoin. Il a une mine de plein de minéraux et d'éléments essentiels. Mais demain, l'oiseau, il va peut-être mourir dans le champ d'à côté. Et le scarabée, encore ailleurs. Le champignon prend tous les minéraux dont il a besoin, lui, et les plantes avec lesquelles il fonctionne. Et le reste, il le refile aux copains. Ainsi, personne ne manque de rien. L'économie selon le royaume de Dieu, ce n'est pas une économie de stock, c'est une économie de flux. Je produis, je récupère ce dont j'ai besoin, et le reste, je fais circuler. Intéresse qui veut. Donc je vous ai dit 20% de sucre. C'est beaucoup 20 à 25% de sucre, c'est quand même presque un quart du boulot de la plante pour son champignon. Et puis arrive l'homme avec son super engrais. Enfin, son super engrais. La plupart des engrais, c'est 3 molécules. NPK, azote, phosphore et potassium. Et puis des fois un peu de zinc, et puis des fois un peu de ceci, un petit peu de cela. Quand on regarde ce qu'apportent les champignons, pour l'instant, on connaît 25 éléments qui sont apportés par les champignons. D'un côté, nous, avec nos 3 pauvres éléments, et de l'autre côté, les champignons avec leurs 25 éléments. Peut-être qu'il y en a plus, mais pour l'instant, on connaît ces 25-là. Quand j'ai regardé à quoi servaient ces éléments, très souvent, j'ai vu un mot qui apparaissait, c'était antioxydant. Antioxydant, autrement dit, ça peut être entendu par anticancéreux. Il est possible qu'une partie des cancers que nous vivons sont dus peut-être à la chimie, peut-être à d'autres choses, mais également peut-être parce que nous mangeons des plantes et des légumes qui n'ont pas eu tous les minéraux et les éléments dont elles auraient eu besoin pour être en pleine santé, et donc fatalement, nous, pareil. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on arrive avec nos éléments? Nos 3 éléments, c'est les seuls qui sont obligatoires pour que la plante pousse et porte du fruit. Mais pas porte du fruit en pleine santé et avec beaucoup de saveur, mais juste porte du fruit. Donc pourquoi on s'embêterait à donner autre chose? Sauf que ce qui se passe, c'est que en mettant ces engrais, déjà, d'un point de vue chimique, on brûle les champignons. Mais en plus, est-ce qu'une plante va continuer à filer 25% de sa production de sucre à un champignon, alors qu'elle a gratuitement de l'engrais apporté par son jardinier ou par son agriculteur? La plante, elle n'est pas bête.
les 25% de sucre économisés, elle les met dans les fruits. Tiens, quand on met de l'engrais, on a 20 à 25% de fruits en plus. Est-ce que tout simplement ces 20 à 25% de fruits en plus ne seraient pas issus de cette économie de sucre? Mais ne vous inquiétez pas, la plante n'est pas folle. Cette année, j'ai produit 25% de fruits en plus. Je vais modifier un petit peu le code génétique de mes graines, comme ça mes enfants, ils feront 25% de sucre en moins. C'est pour ça que quand on sème des plantes et qu'on met des engrais, si on récupère les graines et qu'on continue, et bien au bout d'un moment, l'engrais ne marche plus. Enfin, c'est pas qu'il ne marche plus, c'est qu'il n'y a plus la différence qu'il y avait avant. C'est pour ça que l'agriculteur ne peut plus garder ses semences comme avant et qu'il est obligé d'aller en racheter toujours des nouvelles. Parce qu'on reprend toujours à zéro. On prend toujours des graines, on les appelle les graines F1. C'est les graines génétiquement prêtes pour donner cette catégorie. Mais si vous prenez, des fois elles sont stériles, et quand elles ne sont pas stériles, elles ne donnent pas ce que le plan mère donnait. Parce que la création s'adapte. Et nous, on peut utiliser ça. Dans votre potager, vous pouvez avoir vos pieds de tomates que vous gérez comme d'habitude. Et puis vous allez en mettre 3 au fond du jardin, vous allez laisser se débrouiller. Vous ne les arrosez pas. Vous les laissez vraiment se débrouiller. Allez, vous les arrosez les premiers 15 jours, le premier mois. Et après, vous les laissez tomber, vous les oubliez. À la fin de l'été, vous allez les voir, elles ont fait des tomates ridicules. Mais elles ont fait des tomates. Vous prenez les graines de ces tomates, et c'est ces graines que vous replantez l'année suivante. Au bout de 3 ans, vous avez des pieds de tomates totalement adaptés à votre sol. Et vous pouvez partir en vacances tranquillement sans arroser vos tomates. Parce que les plantes s'adaptent à la géographie, elles s'adaptent au terroir et elles s'adaptent à notre fonctionnement, donc à la météo. Et le jardinier fait partie de la météo. Parce qu'il apporte de l'eau autant que les nuages, voire plus des fois. Est-ce que vous voulez faire une petite pause? Ok, bon, j'espère que vous avez pu vous dégourdir un petit peu. Je sentais que j'étais en train d'en perdre certains. Alors, on m'a demandé de revenir sur 2 sujets. Le premier, c'est d'expliquer pourquoi ce rapport, la baisse de sucre quand il y a des intrants, etc. Alors, je reprends. Le pied de tomate, on va prendre le pied de tomate, c'est une usine dont le plan a été prévu, ça s'appelle son ADN. Il a été prévu pour être calibré par rapport à son fonctionnement idéal. Donc c'est une usine qui a été faite pour fonctionner à 100%, ce qui est normal pour une usine. Comme l'engrais que nous avons mis a brûlé une partie des champignons et qu'en plus on lui fournit des nutriments gratuitement, la plante, elle n'a plus besoin d'avoir cette relation. Elle pense ne plus avoir besoin de cette relation avec le champignon. Parce qu'elle se dit, ben, moi j'ai fini de manger, j'ai plus faim. Je suis sorti de McDo, j'ai plus faim. Donc j'ai l'impression que j'ai mangé. Mais tout le monde sait, même si certains y vont encore beaucoup, et moi des fois, que manger McDo, c'est pas manger sainement. Bon, et bien le pied de tomate c'est pareil. Il sait que c'est pas manger sainement. Enfin, j'en sais rien s'il sait que c'est pas manger sainement. Mais le fait est qu'il a mangé. Donc il se retrouve avec 25% de production de sucre en trop par rapport à son fonctionnement normal. Donc il faut qu'il en fasse quelque chose. Il n'a plus besoin de le donner aux champignons. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va le stocker quelque part. Il le stocke dans ses fruits. Et donc il fait 25% de production, 20 à 25% de production en plus. Mais pas folle la guêpe. Cette année, on a produit 25% en trop. On s'est retrouvé avec du stock, on ne savait pas quoi en faire. L'année prochaine, dans les plans pour l'année prochaine, on marque de faire 25% en moins. Ok? Et donc c'est pour ça que les graines des plantes arrivent avec un nouveau plan, avec un nouveau plan de construction, et on dit on réduit la voilure, pas besoin de pousser autant, on ne va pas faire 25% de fructification en plus, c'est pas utile. La plante n'en a rien à faire de ce que l'homme veut. Elle veut fonctionner normalement. C'est pour ça que les semenciers sont contents, parce que vous leur achetez les graines, et puis l'année prochaine, si vous voulez le même rendement, à la coopérative, je ne sais pas comment ça fonctionne en Suisse, mais en France, la coopérative, on va revendre des graines tous les ans. C'est parfait. Alors qu'avant, on gardait nos graines.
Et puis on les échangeait des fois un peu avec les voisins pour faire tourner un petit peu. Aujourd'hui, il y a en gros 2 catégories de graines. Il y a les graines naturelles, celles qui ont été préservées et qui continuent d'évoluer en fonction du climat, en fonction du terroir. Et puis, il y a les graines de semenciers qui sont calibrées pour fonctionner. Et elles ne sont pas calibrées pour fonctionner en fonction du sol. Elles sont calibrées pour fonctionner en fonction du 3e jour à la 4e feuille, vous mettez tant de grammes d'azote, etc. Parce qu'en fait, alors, ne vous inquiétez pas, tout ce que je dis, ça ne se passe pas en Suisse. C'est juste en France. Nous, on est mauvais en France. Mais nous, en France, on a confié l'agriculture à des ingénieurs. Un ingénieur, c'est bon dans les calculs. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent d'avoir des ingénieurs en face, ils me disent « ça me fait mal, mais tu as raison ». Ils sont bons pour les calculs. Simplement, le sol, c'est une inconnue. Comment, moi, en tant qu'ingénieur, je vais pouvoir adapter mes calculs à tous les sols? Le mieux, c'est que le sol, je dise qu'il n'existe pas. Et je vais fonder tous mes calculs en fonction d'une plante. Et donc, moi, je vais faire mes tests pour que la plante elle ait les nutriments dont elle a besoin pour avoir des fruits au moment où elle en a besoin. C'est pour ça que l'idéal pour un ingénieur agronome, c'est la serre hors sol. Parce que la serre hors sol, on met des tuyaux, on met des perfusions, et puis quand le malade il a fini sa vie, on récupère ce qui reste et puis c'est fini. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le sol. Mais du coup, on s'étonne d'avoir des fruits malades. Des fruits qui ne soient pas aussi nutritifs qu'à l'époque. Quand on calcule la différence entre les nutriments d'un fruit d'aujourd'hui et des fruits, quand on regarde les chiffres qui datent d'il y a quelques dizaines d'années, on hallucine. Et même quand on regarde la différence entre une tomate qui a poussé sous serre hors sol et une tomate de votre jardin sur sol vivant, c'est des ratios de 0 à 50, enfin de 1 à 50. Ça n'a rien à voir. Tant que je suis en train de taper sur les serres hors sol. Les serres hors sol, 60% des tomates vendues en France viennent des serres hors sol. Et ces serres hors sol poussent, donc c'est des tomates qui poussent sur laine de roche. Alors laine de roche, dit comme ça n'a pas l'air très mauvais. Mais en fait, c'est une laine de roche faite avec un dérivé d'aluminium. Savez-vous comment est fabriquée l'argile? Vous allez dire, il passe du coq à l'âne, ça n'a aucun sens. Si, vous inquiétez pas, ça a un sens. L'argile, comment elle est fabriquée? Dans la nature, les racines, notamment des arbres, vont dans les infractuosités des roches. Et il y a un sucre qui est sécrété autour de ces racines, qui vient se coller contre la roche. Il y a des bactéries qui arrivent, exactement les mêmes que celles qui sont dans votre bouche et qui font les caries, qui vont attaquer cette roche et qui vont, en agressant cette roche, transformer cette roche en argile. Quand on met des racines dans la laine de roche, il y a aussi ce petit sucre à la surface des racines. Et cette laine de roche va être dégradée par ces bactéries. Et ça, c'est pas... ça, je le tiens d'un scientifique qui a étudié la chose et qui le dit publiquement, et il n'a pas pris de procès, donc ça doit être vrai. Ça désagrège ce dérivé d'aluminium, et ça crée un dérivé d'aluminium dont j'ai oublié le nom, et c'est pas très pertinent, qui va venir se loger dans les graines des pieds de tomates. Et ce dérivé d'aluminium est reconnu comme étant l'un des responsables de l'Alzheimer. Donc si vous mangez des tomates qui ne sont pas issues d'un sol vivant, au moins enlevez les graines. J'ai plombé l'ambiance. J'ai plombé l'ambiance, excusez-moi. C'était juste. Je vous ai dit tout à l'heure que les champignons, c'était le fret. Et je vous ai dit aussi que c'était le web avant l'heure. Et alors là, il faut que je vous parle du deuxième élément qui est pour moi le préféré dans la création. Après les champignons, c'est les arbres. Enfin, vous connaissez tous au moins un arbre. Mais en fait, un arbre, ce n'est pas un individu. Un arbre, si vous prenez l'ADN d'une de ses branches, ou vous le comparez à l'ADN d'une autre branche, ce n'est pas le même ADN. C'est une colonie. Je ne vais pas plus loin alors qu'il y aura plein de choses à dire. Mais
À quoi ça sert à l'arbre d'avoir un ADN, donc un plan de construction différent par branche? C'est que l'arbre, il pousse un petit peu à l'aveugle. Il ne sait pas où est le soleil, où est l'ombre, où est le vent, etc. Donc il a des bourgeons qui donnent des branches, qui ont chacun un plan de construction différent. Et donc il y a des branches qui sont construites pour résister au soleil, d'autres qui sont faites pour résister un peu plus à l'ombre et à l'humidité, d'autres qui sont faites pour résister un petit peu au vent. Et en fait, ce qui va se faire, c'est que ces bourgeons vont éclore, et puis à l'endroit où elles poussent, les branches qui sont adaptées à cet endroit vont s'épanouir et les autres vont disparaître. Vous ne le voyez presque pas parce qu'en fait, il y a des bactéries qui sont là pour dégrader ces branches, elles tombent au pied, ça passe inaperçu et l'arbre continue à sa croissance. Ça lui sert à autre chose, cet arbre. Imaginons qu'il y ait un agresseur qui arrive, une sorte de chenille qui arrive. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de chenille dans le coin. Et puis elle arrive et puis elle commence à grignoter les feuilles. L'arbre va chercher des mécanismes de défense. Il va rendre sa feuille un peu plus dure. Il va fabriquer un peu plus de tanin pour être moins digeste. Il va chercher plein de petites astuces comme ça. Et puis tout d'un coup, il y en a une qui va fonctionner. Alors la branche qui a la méthode qui fonctionne pour lutter contre la chenille, eh bien, elle a toute une colonie. Donc elle va vouloir prévenir tout le reste de l'arbre. Et donc, elle va émettre un signal chimique. On va dire un signal chimique, c'est beaucoup plus simple. Pour prévenir le reste des branches de l'arbre. Comme ça, tout l'arbre va pouvoir s'adapter. Mais la branche va émettre 1000 fois plus de signaux chimiques que nécessaire pour se prévenir. 1000 fois plus. Pourquoi faire? Eh bien, ces arbres sont en connexion avec les champignons. Et il y a des flux et des reflux. L'eau monte en journée, elle s'évapore, et la nuit, la sève descend et va dans les racines. Quand la sève descend et va dans les racines, ces messages chimiques partent dans les racines et ils se retrouvent chez les champignons. Et les champignons le distribuent à la communauté tout autour. Ça peut être des arbres de la même famille, comme des arbres qui ne sont pas de la même famille. On a compté plus de 2000 mots différents, j'appelle mots ces messages chimiques, utilisés par les arbres. Un Français moyen n'en utilise que 600. J'aimerais bien savoir tout ce qui se raconte. Et petite parenthèse, il y a une question à laquelle je crois que je n'aurai jamais de réponse avant de pouvoir la poser directement à papa, c'est: et sur ces 2000 mots, combien les arbres en utilisent pour adorer Dieu? J'en sais rien. Peut-être 0, j'en sais rien. Je ne sais pas s'ils sont faits pour ça. Enfin, les psaumes nous disent que les arbres frappent des mains, alors je ne sais pas. Peut-être que le texte est mal traduit, je ne sais pas, il faudrait regarder. Parenthèse est finie. Donc, toute la communauté autour de l'arbre va être au courant de la meilleure méthode pour lutter contre ce parasite. Et imaginez que autour de votre terrain ou dans votre terrain, vous ayez un vieil arbre qui a plusieurs centaines d'années. Il en a vu passer des choses. Il a vécu des sécheresses. Il a vécu l'hiver sans fin qu'on a vécu en Suisse. Il y a quelques années qui ont fait fuir tant de Suisses. D'ailleurs, c'est la dernière famine qu'on ait vécue en Europe. C'est ici en Suisse qu'on a vécu cet hiver sans fin. J'ai oublié l'année. Et en fait, on sait aujourd'hui pourquoi il y a eu cet hiver sans fin. C'est un volcan qui a explosé de l'autre côté de la planète et qui a bouleversé le climat. Et en Suisse, ça s'est transformé par des pluies et des pluies et des pluies. Tous les lacs ont débordé, les récoltes étaient minables. Et ça coïncidait au moment où le charbon arrivait. Donc dans les usines, on avait besoin de moins d'hommes. Donc il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de quoi se payer à manger et il n'y avait pas à manger. Donc on est parti loin. Certains sont partis jusqu'au Brésil. Il y a même, pour la petite anecdote, une ville au Brésil qui s'appelle Novo Friburgo. Et c'était que des familles qui venaient de Fribourg. Petite anecdote, ils ont choisi la vallée la plus froide du Brésil pour habiter. Bon, revenons à mes champignons et mes arbres. Ils discutent. Donc ce vieil arbre qui a tout vécu, et même cet hiver sans fin, eh bien, il a plus la capacité que les autres de s'adapter aux changements, aux bizarreries. Eh bien, si autour de lui il y a un sceau vivant, s'il est donc en connexion, il a le web et le fret avec tous les arbustes, les arbres et les plantes qui poussent autour, eh bien, il va pouvoir les aider. Et donc, le chêne peut aider le blé à mieux pousser. Les champignons protègent les plantes des ravageurs. Par exemple, le mildiou. Le mildiou qui est bien connu, le mildiou, c'est un champignon. Et il attaque nos tomates.
Un jour, j'étais en train de cultiver mes tomates. Ça faisait 2-3 ans que je pratiquais la permaculture sans trop la comprendre, mais je la pratiquais. Je ne savais pas ce qui fonctionnait. Enfin, je ne savais pas pourquoi ça fonctionnait, mais ça semblait bien fonctionner. Puis un jour, j'ai ma voisine qui vient me voir, elle me dit « David, tu as des tomates ?» Je lui dis « oui, j'ai des tomates. Pourquoi tu me dis ça ?» Elle me dit « mais tu sais que tu es le seul dans le village à avoir des tomates. » J'habitais dans un village à ce moment-là, c'était un ancien marécage. Donc dès qu'il y avait du mildiou, c'était pour nous. Mais sauf que moi, je n'en avais pas un point de mildiou. Elle me dit « mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis comme traitement ?» Mais moi, j'ai rien fait, moi. À cette époque-là, j'étais incapable de dire à ma chère voisine pourquoi mes tomates n'avaient pas de mildiou. Aujourd'hui, je lui dirais « mais ma chère voisine, c'est parce que je prends soin de mon sol. Mon sol est vivant. Mon sol est plein de champignons. Et il n'y a rien de mieux pour protéger mes plantes d'un champignon que mes champignons. Mes champignons sont là et ils protègent. On a fait énormément de tests. On fait beaucoup de tests avec le tabac. C'est très facile de faire du test avec le tabac. Donc on prend 2 pots. Un pot, on stérilise la terre. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de champignons, pas de bactéries. Le deuxième, on met de la terre vivante. On met des pieds de tabac et puis on leur inocule des maladies. Ben, celui qui est sur un sol vivant en lien avec les champignons et les bactéries résiste beaucoup mieux parce qu'il a son armée de protection. Je fais une parenthèse, on sort de la permaculture. Mais, vous allez voir, c'est important quand même. Le matin ou le soir, en fonction de vos goûts, vous passez à la douche. Si j'avais un conseil à vous donner, surtout si vous êtes fragile dans votre santé, douchez-vous plutôt le soir que le matin. Pourquoi ? Parce que quand vous allez à la douche, vous sortez la saleté, ça c'est bien, mais vous sortez aussi toutes les bactéries qui sont sur vous. J'aimais bien dire à l'époque, avant le Covid, aux gens qui se mettaient un petit peu de gel sur les mains, je leur disais, mais qu'est-ce que tu fais pour les 4 autres kilos et demi? Les 4 kilos et demi de quoi? Les 4 kilos de bactéries que tu transportes avec toi. Il n'y en a pas que sur tes mains, tu es entièrement recouverte de bactéries. Ces bactéries, elles vivent avec nous, en symbiose, et elles nous protègent. Donc si je me douche le matin et que je sors sans sébum qui met 6 heures à se remettre et je sors sans mes bactéries de la famille, les bactéries qui me protègent. Et donc, si je rencontre une bactérie agressive, une mauvaise bactérie, je suis tout nu. Si je me suis douché le soir, pendant la nuit, mon sébum est revenu protéger ma peau des UV et les bactéries de la famille se sont remises en place, prêtes à me protéger pour cette nouvelle journée. Ça n'empêche pas de faire une petite toilette le matin. Vous ferez ce que vous voudrez. Si vous voulez d'autres anecdotes sur les bactéries et le corps humain, j'en ai plein, je suis fan de ce sujet. Mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Alors excusez-moi, je reviens à mon sujet. Un autre des principes qu'on voit beaucoup en permaculture, c'est le fait de ne plus cultiver nos rangées uniques. Avant, on faisait la rangée des tomates, la rangée des salades, la rangée des haricots verts. Et puis, sur les sachets de graines, il marquait « Mettez un plant de tomate tous les 80 cm ». Je mets mon pied de tomate, 80 cm. Je ne vais pas laisser tout cet espace de vide quand même. Donc on a rajouté un milieu. Donc on ne respectait pas les distances. Mais c'est normal, on n'avait pas à avoir des allées clairsemées. Si on nous conseille de mettre des distances entre 2 pieds de la même espèce, c'est pour 2 raisons. La première, c'est parce que les plantes de la même espèce ont besoin des mêmes nutriments. Et donc si vous les mettez les uns à côté des autres, ils pompent les mêmes nutriments au même moment, et donc ils se fatiguent l'un l'autre. Mais ce qu'on conseille maintenant de faire, c'est vous mettez un pied de tomate, vous mettez des haricots au milieu, vous mettez de la salade, vous mettez autre chose. Ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est de tout faire pousser au même endroit. Presque tout, en fait. Il faut juste connaître 2 règles. La première chose, il faut connaître les familles. C'est-à-dire que si je vous dis tomate, pomme de terre et aubergine, c'est 3 légumes qui ont l'air différents, mais c'est la même famille. Donc il ne faut pas les mettre côte à côte. Il faut respecter les écarts qui sont conseillés. Par exemple, si vous avez mis une tomate, vous ne pouvez pas mettre... on vous déconseille de mettre une pomme de terre à moins de 80 cm. Parce qu'ils ont besoin des mêmes nutriments. Parce qu'ils fonctionnent pareil. Et donc, quand vous faites l'hiver, vous faites la liste des plantes plantes potagères que vous allez choisir, et bien, à côté, c'est bien d'aller regarder en latin et de regarder de quelle famille ça fait partie. Comme ça, vous mettez les familles et vous vous rappelez de la raison
enfin, vous vous rappelez de cette règle de ne pas mettre les mêmes familles à côté. Et puis il y a une autre raison de ne pas faire ça. Je vais vous prendre un exemple très simple. Prenons un carré de 100 mètres par 100 mètres et je fais des boxes de 1 mètre par 1 mètre. Ok? Et je mets 100 cochons. Dans chaque box, je mets un cochon. Si un cochon tombe malade, combien de cochons vont tomber malades? Ok. Si maintenant je mets un cochon, un coq, un âne, une chouette, ce que vous voulez, et on continue, on remet un cochon, et on fait un truc comme ça, et on a de nouveau 100 cochons, mais avec plein d'autres animaux. Le premier cochon tombe malade. Combien de cochons tombent malades? 1. Parce que la maladie ne passe pas du coq à l'âne, contrairement à moi. J'ai besoin des blagues pour être sûr que vous suivez et pour être sûr que vous vous en rappellerez. Donc on va faire ça. On va connaître les familles de légumes et on va les placer les uns à côté des autres, mais on va mixer. De la même façon que vous ne vous mariez pas avec votre cousin, ni avec votre sœur, vous faites la même chose au potager. Et puis ensuite, il y a des familles qui ont des vieux conflits intergénérationnels inguérissables. Vous cherchez, si ça vous intéresse, vous cherchez. En gros, il y a deux familles. La famille des Aliacées et des Brassicacées qui ne s'entendent pas. Sorti de ça, un peu tout le monde se mélange. C'est pas grave si vous n'avez pas retenu ça. Vous cherchez famille de légumes et vous allez vite trouver. Sinon, vous m'envoyez un mail et je vous expliquerai quelles sont les familles qu'il ne faut pas mélanger. Elles ont des vieux clans, c'est comme, ça doit être des familles corses, j'en sais rien, mais ils ne savent même plus pourquoi ils se battent. Bon, je vous ai déjà parlé de l'adaptation des graines au milieu. Alors, on m'a parlé tout à l'heure on m'a demandé et les escargots et les limaces. Alors quand j'ai commencé, j'étais comme tout le monde, je voulais sauver mes salades. Donc on m'a dit qu'il y avait des petites graines bleues qui étaient agréées à la culture bio. Alors je me suis dit, mais si c'est agréé en bio, je vais l'utiliser. J'aime pas trop ça, mais au moins ça protège mes salades. Entre la limace et ma salade, le choix est vite fait. Alors moi je vais vous faire en 5 minutes. Si le sujet vous intéresse vraiment et vous passionne vraiment, et je sais que c'est le cas de tous les jardiniers, vous cherchez sur internet, sur YouTube, la conférence d'Hervé Covès, C-O-V-E-S, qui va vous parler des limaces. D'ailleurs, une fois que vous avez écouté cette conférence, écoutez toutes les conférences d'Hervé Covès. Vous allez retrouver des choses que j'ai dit, mais vous allez retrouver un chrétien franciscain qui est fan de la création et qui va vous parler de la création, et donc au milieu de tout ça, va vous parler du créateur. C'est un conteur et un scientifique en même temps. C'est la France crée parfois certains génies et Hervé Covès en fait partie. En résumé, je reviens à mon histoire de petites graines bleues. Donc je mettais mes petites graines bleues. Et un jour, j'avais testé plusieurs zones de culture. Et j'étais encore à ma technique des petites graines bleues. Et je regarde à la première zone de culture. Effectivement, les graines bleues avaient été très efficaces. Je vais voir la deuxième zone. Les graines bleues étaient bien là, mais il n'y avait aucune limace. Pourquoi à 1 mètre de différence, il y avait un endroit qui était plein de limaces et l'autre pas du tout? J'ai pas su ce jour-là. Puis j'ai entendu Hervé. Hervé nous expliquait que la limace, ce sont nos éboueurs du jardin. Et aussi un petit peu les vautours du jardin. C'est-à-dire qu'ils ont pour objectif de nettoyer le sol. S'il n'y avait pas de limaces, s'il n'y avait pas d'escargots, nous marcherions sur des éléments en décomposition. Ça ne serait pas très agréable à vivre. Sauf que Dieu a créé un nettoyeur du jardin qui vient pour nettoyer ce qui est en train de se dégrader ou ce qui est malade. Exception faite de quelques petites plantes, notamment les courges, à quelques jours précis qui sécrètent une vitamine particulière dont la limace a vraiment besoin. Si la limace s'attaque à nos salades, c'est soit que nos feuilles ne sont pas en bonne santé, en même temps qu'on vient juste de les transplanter. Si je vous fais une transplantation, enfin non, c'est pas moi qui vous ferai la transplantation cardiaque, mais si quelqu'un vous fait une transplantation cardiaque, le lendemain vous n'êtes pas en super santé. La limace, elle ne se pose pas la question de savoir si demain vous allez aller mieux. Aujourd'hui vous n'êtes pas en bonne santé, hop, corbillard. Et aussi, la deuxième raison, c'est que s'il n'y a plus rien à manger, la limace, elle a faim.
Donc pourquoi cette deuxième zone de culture, il n'y avait aucune limace qui avait cherché à attaquer mes feuilles de salade? Eh bien, c'est pour une raison toute simple. C'est parce qu'à cet endroit-là, je nourrissais mes limaces sans le savoir. Cette zone de culture s'appelle le Keyhole Garden, en français le jardin en trou de serrure. C'est quelque chose qui nous vient du Burkina Faso. Ça sert à plusieurs choses. En gros, vous voyez votre compost que vous mettez loin de la maison, près des mauvaises herbes ou près des ronces, en tout cas loin du jardin. C'est un endroit où il y a plein de nutriments qui sont en train de couler. Et d'ailleurs, le thé de compost, c'est un engrais formidable. Eh bien, vous l'ouvrez au fond du jardin. C'est vraiment dommage. Ce qui serait pertinent, c'est d'avoir votre compost au milieu de votre zone de culture. Ainsi, les choses qui sont en décomposition seraient directement absorbées par votre potager. Si je vais même un peu plus loin, c'est vraiment dommage de compresser toutes ces choses au compost, car composter, c'est polluer. Composter, c'est polluer parce qu'on met une grosse quantité de matière organique au même endroit. Souvent, il n'y a pas assez de matière carbonée. La matière carbonée, c'est du bois, du carton, du papier. Toutes ces matières riches en carbone, parce que tout ce que nous mettons au compost, le plus souvent, si ce n'est pas des feuilles ou de la paille, donc tout ce que nous mettons qui sort de notre cuisine, c'est de la matière azotée. Tout ce qui est plein de couleurs, tout ce qui est coloré, en gros, tout ce qui est coloré, c'est de la matière azotée. Tout ce qui est marron ou jaune, c'est de la matière carbonée. Et pour faire du terreau, on a besoin de 50-50. Donc déjà, si vous n'avez pas mis autant si vous n'avez pas mis autant de feuilles mortes que de déchets de la cuisine, ou si vous n'avez pas mis autant de broyats de bois que des déchets de la cuisine, vous avez un déséquilibre. Et donc ça va se compresser. Et là, la décomposition va être de moins bonne qualité. C'est des bactéries anaérobies qui vont se mettre en fonction, donc des bactéries qui fonctionnent sans oxygène, parce que c'est tellement compacté qu'il n'y a plus d'oxygène. Et ça va dégager de la chaleur, donc c'est de l'énergie, ça va dégager des gaz, et ça va dégager des dérivés de pétrole. Donc, composter, c'est polluer. Pourtant, on vous avait dit que c'était la révolution, il fallait composter. Alors oui, il faut composter, mais d'autres façons, le plus à plat possible. Le compost idéal, mais qui est socialement difficilement acceptable, c'est de mettre vos déchets directement sur les zones de culture. Mais effectivement, quand la belle-mère vient et qu'elle voit les pots de banane au pied des pieds de tomates, vous aurez beau lui dire que c'est le petit permaculteur français qui vous a dit qu'il fallait faire ça, elle va trouver que vous êtes un petit peu loufoque. Donc moi j'ai beaucoup d'élèves qui, ce qu'ils font, c'est ils soulèvent le tapis et ils mettent dessous. Ok ? Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu d'avoir un gros composteur, c'est d'avoir des petites zones, des petits bacs sans fond, disposés un peu partout sur vos zones de culture, et vous allez mettre un jour ici, un jour là, et vous n'aurez jamais un gros tas qui va chauffer. Ok ? Et donc comme ça, c'est caché dans des mini-composteurs un peu partout. Je reviens à mes limaces, parce que j'ai pas oublié pourquoi je parlais du compost. La limace, si je lui donne à manger des bons détritus bien gras, ils ne sont pas gras, mais vous avez compris, elle va préférer aller manger les détritus. Dans ma zone de culture où les petites pilules bleues n'avaient servi à rien, c'est pas qu'il n'y avait pas de limaces, c'est qu'elles étaient toutes dans mon compost. C'était beaucoup plus intéressant que les petits choux que je venais de planter. Si vous avez envie de d'autres techniques pour s'occuper des limaces, allez voir Hervé, il va vous enchanter. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous surprennent ou... Oui. C'était quoi la part limace du coup? La part limace, c'était juste ma matière en termes de qui était ma matière en décomposition. La limace, elle le sent, elle fonce dessus. Et puis quand tu dis tes élèves, ils les mettaient dessous, ça veut dire que tu avais fait du paillage et puis ils mettaient sous le paillage. En fait, oui, c'est ça. Quand je dis que... Toi, tu mets plutôt dessus. Non, enfin... Je pose la question. Je suis marié. Je m'en... Comme je suis marié, nous prenons les décisions ensemble et il faut faire des compromis. Donc moi, je suis partisan des petites caisses sans fond qui masquent mes mini-composts et je composte partout. Mais j'ai des élèves qui soulèvent leur paillage pour mettre directement les déchets sous le paillage. Comme ça, c'est entre le paillage et le sol, c'est le meilleur endroit pour être décomposé. Et bon, ça leur prend un peu plus de temps. Moi, j'ai pas envie de m'embêter à soulever mon paillage et mettre mes trucs dessous. Mais il y a des personnes qui ont ces 2 minutes. Moi, je préfère arriver, je verse dans mes petits carrés de compost
et puis l'affaire est réglée. Ça veut dire que tu mets aussi directement du bois par derrière ou des feuilles? Est-ce que ça veut dire que je mets directement du bois par-dessus ou des feuilles? Oui, il faut directement, mais il faut toujours compenser 50%. Il y a des endroits que vous ne soupçonnez pas. Déjà, tout ce que vous mettez, tous les cartons, ça peut y aller. Les seuls cartons qu'il faut éviter, c'est les cartons qui viennent de Chine ou des États-Unis. Parce que c'est les seuls qui mettent encore des insecticides dans le carton. En Union européenne, c'est interdit, et j'imagine qu'en Suisse également. Je ne vois pas pourquoi les Suisses seraient en retard sur ce sujet-là par rapport aux Français. Il n'y a vraiment pas de raison. Mais par exemple, quand vous allez aux toilettes, vous vous retrouvez avec un rouleau de papier toilette. C'est du carton. Vous avez du papier ménage. À la fin, vous avez un rouleau de papier ménage. C'est du carton. Hop, au compost. Tu mets tout en papier, tout en carton? Non, pas le papier. Sauf si vous passez à la toilette sèche. Mais alors là, c'est encore moins socialement acceptable. Mais pour les fans et pour les radicaux, il existe les toilettes sèches. Les toilettes sèches, c'est quoi? C'est vous faites une jolie cabane au fond du jardin. C'est qui faisait des chansons par rapport aux cabanes au fond du jardin? Vous faites une jolie cabane au fond du jardin avec des toilettes qui ressemblent à des toilettes. C'est juste qu'il y a un seau dessous. Et puis à côté, il y a un tas de sciure. Et chaque fois que vous êtes allé faire ce que vous avez à faire, vous mettez un peu de sciure sur vos besoins pour les masquer. Contrairement aux idées reçues, si c'est bien géré, il n'y a pas d'odeur. Vous pouvez même vous amuser, si vous voulez faire ça un peu plus fleuri. Il y a des menthes qui sont envahissantes. Eh bien, vous coupez vos feuilles de menthe, vous prenez une caisse, vous faites une couche de sciure, une couche de menthe, une couche de sciure, une couche de menthe, et puis à la fin, vous avez une super sciure pour vos toilettes sèches, saveur menthe. Enfin, odeur menthe. Je ne vous ai pas dit de manger la sciure. Vous n'êtes pas bête à manger du foin quand même. Vous pouvez faire la même chose avec la lavande, même si la lavande a un petit effet bactéricide, ce n'est pas très grave, ça ne va pas empêcher la décomposition. Mais par contre, se pose la question de ce qu'on fait de ce contenu. La convention sociale veut que pour le maximum de sécurité, on mette cette richesse à composter dans un endroit et on le laisse 3 ans. On n'y touche pas pendant 3 ans et au bout de 3 ans, on le met. Alors ce qui est le plus socialement acceptable, c'est de le mettre au pied des fruitiers. Parce qu'au pied des salades, la distance entre le compost et la salade est trop courte. Mentalement, ça passe pas bien. Tandis qu'entre le pied de l'arbre et le fruit, ça va bien. Ouais, mais l'attitude mentale, non. Mais oui. Dans la réalité. Dans la réalité, ça ne pose pas de problème, surtout au bout de 3 ans. Donc c'est surtout mentalement et culturellement. Il y a des endroits en Chine où il y a des panneaux « Merci pour l'offrande que vous allez déposer ». C'est des toilettes libre service. Ok ? Il y a des camions citernes qui vont dans les écoles en Chine pour pomper directement l'urine, pour aller l'épandre directement dans les vergers. Allez, tant qu'on est dans ces sujets, je continue. Messieurs, c'est quand même plus simple pour messieurs. Mais mesdames, il y a des techniques qui existent. Le meilleur engrais pour votre potager, ça reste votre urine. Pareil, on éloigne des feuilles de salade. C'est pas très acceptable et c'est pas conseillé. Mais tout le reste, facilement. Et on le dilue à dose de 1 pour 10. 1 litre d'urine, 10 litres d'eau. Bon, vous n'allez pas uriner 1 litre d'eau, quoique, si vous buvez vraiment beaucoup. Vous pouvez vous y mettre à plusieurs, c'est un choix. Une famille entière. Chacun son tour. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quelle que soit la quantité, vous multipliez par 10 et vous avez un super engrais. Vous n'en mettez pas plus qu'une fois tous les 15 jours. Après, c'est trop. Bref, en vrai, on n'a pas besoin d'engrais. Mais si on a besoin de booster quelques plantes, on peut faire. Si on a un sol vivant, on peut vraiment se passer d'engrais, mais des fois, on aime bien renforcer un peu des plantes et on peut utiliser ça. Les seuls bémols, c'est si vous prenez un traitement, on évite. Si vous avez des traitements réguliers, il y a toujours des résidus de médicaments, il y a toujours des résidus de... Donc on évite les toilettes sèches dans ce cas particulier. Et quand je parle de traitement, les femmes qui sont sous pilule, c'est le même cas. C'est un traitement. Oui. J'ai un témoignage à propos des toilettes sèches.
Je suis allé avec une amie pendant une semaine en France, dans la vallée de Consolation, pour une semaine sur la physiologie avec Thierry Casasnovas. On était 480 à peu près, plus l'équipe, et on avait les toilettes sèches, et en une semaine, on n'a jamais rien senti. Donc le témoignage, c'était de dire qu'ils sont allés ils étaient plusieurs centaines sur le même lieu, et c'était uniquement en toilettes sèches, et ils y sont restés combien de temps? Une semaine. Une semaine, et en une semaine, il n'y a jamais eu de problème d'odeur. Contrairement à l'aire d'autoroute que j'ai croisé juste avant d'arriver en Suisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, je veux savoir, on dit toujours qu'il faut mettre du marc de café. Oui. Sur le jardin, ça sert à quoi? Le marc de café est tout à fait utile, il apporte plein de nutriments le marc de café, il ne faut surtout pas le jeter. Vous pouvez l'utiliser pour deux sujets. Le premier, c'est vous le remettez dans votre évier, ça va permettre de nettoyer les conduites de canalisation de votre évier. Donc ça permet de faire un petit entretien régulier, parce que c'est micro-abrasif. D'ailleurs, il y a 3 utilités pour le marc de café. La deuxième, vous pouvez, si vous avez besoin de faire du peeling, de vous nettoyer la peau profondément, le marc de café est parfait pour ça. L'odeur est particulière, mais vous aimez ou pas. Et puis troisièmement, le mettre dans le jardin et surtout dans le compost, puisque ça fait partie des matières carbonées. Donc ça permet de rééquilibrer vos composts. On peut le mettre directement dans le café dans le jardin? Oui, oui. Vous pouvez le mettre directement dans le jardin ou le mettre dans le compost. Bon. Pourquoi ce soir on vous a parlé de permaculture? Parce que nous allons vers des temps de crise. Tout le monde est d'accord. Qu'on soit chrétien ou pas, bon, les chrétiens en parlent depuis 2000 ans, mais nous allons vers des temps de crise. La dernière fois qu'on a eu faim en Europe, c'était en Suisse. Mais on peut s'en sortir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en Suisse et aux États-Unis, il y a eu des jardins. On a poussé les gens à refaire les jardins. Aux États-Unis, on a appelé ça The Victory Garden, les jardins de la victoire. On a dit, ils ont dit aux États-Unis, ils ont dit, nos hommes sont partis en Europe, donc il nous en manque dans les champs. C'est la guerre. Donc il faut que vous produisiez le maximum vous-même. 60%, ils sont arrivés au bout d'un moment où 60% des légumes mangés par les Américains étaient issus des potagers personnels. Il y a une petite différence entre cette époque-là et la nôtre. La petite différence, c'est qu'à l'époque, toutes les familles avaient une grand-mère, une tante, une sœur, un frère qui savait cultiver. Aujourd'hui, autour de nous, combien sont les personnes qui savent cultiver? Donc aujourd'hui, on a besoin de personnes qui se spécialisent dans la culture de leur potager. Pas forcément besoin qu'ils soient des super enseignants, mais si demain, votre voisin a faim et qu'il sait que vous savez cultiver les patates, il va venir vous demander « Comment tu fais toi pour cultiver les patates ?» D'ailleurs, petite parenthèse pour les patates, c'est fini d'enterrer les patates. C'est fini de retourner le sol pour enterrer les patates. En Bolivie, vous savez comment ils font? Parce que la patate, ça vient de là-bas. On appelle ça chez nous les patates pelouses. Vous voulez cultiver une nouvelle zone de potager, vous n'avez pas envie de labourer, et vous avez tout à fait raison. Ça ne sert à rien pour votre dos, ça ne sert à rien pour votre sol. Vous posez une patate sur le sol. Vous la recouvrez de compost, ou de terreau, si vous n'avez pas mieux. Ou de terre. Et ensuite, vous mettez un beau paillage par-dessus. Ça vous a pris une demi-heure, vous avez semé 50 patates. Repensez à toutes les fois où vous avez dû semer des patates et que ça vous a pris 3 jours. La patate va germer, la patate va pousser, et puis vous allez me dire, oui, mais à l'époque, et puis encore maintenant, on bute nos patates. Qu'est-ce que c'est buter les patates? C'est prendre la terre qui est au bord pour les ramener au bord de la plante, parce que les pommes de terre qui sont en train de pousser, en fait, c'est les réserves de nutriments des pommes de terre. Eh bien, si elles se retrouvent sous les UV, elles vont verdir et elles ne seront plus consommables. Elles seront toxiques. Donc, on rajoute de la terre par-dessus pour les masquer du soleil. Eh bien, nous, c'est tout simple. Quand on va tondre notre pelouse, on va mettre l'herbe par-dessus. Ou on a gardé un tas de feuilles, on va mettre des feuilles par-dessus. On va buter avec de la matière organique. Le but, c'est juste que les patates restent dessous. Et puis, quand les feuilles sont fanées, c'est le temps de récolter. Alors, vous pouvez récolter tout en une seule fois ou au fur et à mesure.
Il y en a qui s'amusent à écarter un petit peu, à récupérer les grosses, à refermer et à laisser pousser. Et comme ça, ils cultivent les patates un peu plus longtemps. Et puis aussi, c'est d'une facilité enfantine. Vous écartez le paillage, vous écartez le petit terreau qui reste, et vous avez les pommes de terre qui sont là, et vous avez une zone de culture qui est prête à ensemencer. Elle est parfaite. Elle a été nettoyée par les pommes de terre. On a des haies chez nous. Je ne sais pas ici, mais chez nous, c'est la mode des haies de tuya. Vous savez quoi, par rapport au tuya, j'ai une révélation. Le tuya, ça ne se mange pas. Le tuya, ça ne sert à rien. Un tuya, c'est bien. Une haie de tuya, c'est du gâchis. Là, auprès de notre assemblée, je leur ai demandé l'autorisation. Je leur ai dit, ça vous va si je fais une haie fruitière à la place? Ils m'ont dit d'accord. J'ai dit, mais je vais pas le but d'une haie aussi, c'est quand même de ne pas voir l'usine d'à côté, parce que nous, à côté de l'église, on a une usine. Donc on va faire ça gentiment. Déjà, notre haie, elle est contre le grillage. Ça veut dire qu'on ne peut pas en faire le tour, c'est pas bien. Donc on va planter devant notre haie actuelle. On va d'abord bien la tailler un peu serrée, et on va planter devant toute une haie remplie de choses qui se mangent. Et puis, au fur et à mesure que cette nouvelle haie va pousser, on va tailler de plus en plus drastiquement la haie derrière. Et puis, quand j'aurai ma nouvelle haie prête, ben, la haie de tuya, bon, c'est pas des tuyas chez nous, c'est autre chose, mais c'est pareil, c'est une plante qui sert à rien, il n'y en aura plus. Et j'aurai une haie qui sera mellifère, donc elle sera bien pour les abeilles. J'ai une haie, et pas que les abeilles, pour tous les autres insectes, j'ai une haie qui va m'apporter de la vie, et puis elle sera magnifique parce qu'en fonction des saisons, ça ne sera jamais la même. Et moi, je rêve du jour où les personnes sortiront du culte, et ça va venir. Ils viendront le dimanche matin, le vendredi soir, peu importe le moment où ils viennent, que ce soit à la maison de prière ou à l'assemblée du dimanche matin. Et puis en sortant, ils font le tour avec leur petit panier, et ils font leurs courses. Venez et servez-vous. Puisque Jésus nous a bien dit, allez et donnez-leur vous-même à manger. Donc on a besoin de personnes qui sont conscients que le problème arrive et qui se mettent en action. Ce n'est pas à nous de régler tous les problèmes, mais nous allons pouvoir essaimer. Nous avons, dans notre assemblée, nous avons eu la possibilité, grâce à un voisin, de récupérer une zone de culture. Et nous avons commencé gentiment, petitement, parce que c'est un jardin que nous partageons avec notre voisin, on apprend à se connaître aussi. Et puis en plus, c'est des cathos engagés dans la communauté toulousaine, donc ils sont tout contents que des cathos et des évangéliques aient quelque chose en commun. Des fois, en ramassant les haricots, peut-être qu'on aura des débats théologiques, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on est en train de faire ensemble quelque chose qui nous a été demandé par papa. On est en train de créer quelque chose dans ce jardin. Et puis autour de nous, on est dans un des pires quartiers de Toulouse. C'est pas le pire, mais c'est quand même un peu tendu. Mais au pied de tous ces immeubles, il y a des immenses déserts verts. Un désert vert, vous connaissez, c'est une pelouse qui fait des mètres carrés et des mètres carrés et des mètres carrés. Alors c'est bien pour jouer au foot, mais il fait tellement chaud l'été qu'on n'y joue même plus au foot. Donc en fait, on n'en fait rien. C'est un désert vert. Il n'y a que de la pelouse. Eh bien moi, je rêve qu'au pied de tous ces immeubles, il y ait des personnes qui fassent des jardins. Mais il faut que je leur donne envie. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on a une épicerie sociale. Et on a déjà une épicerie sociale qui est là depuis 2008. Avec cette épicerie, on a déjà des gens du quartier qui sont bénéficiaires, qui viennent. L'idée, c'est que demain, certaines de ces personnes puissent aussi aller au jardin, reconnecter avec la nature, prendre du temps, apprendre comment fonctionne et envie de faire ça au pied des immeubles. Puis comme on est en très bon terme avec la mairie, on aura les autorisations de faire un jardin. Parce que si moi j'arrive et que je mets un jardin au pied d'un immeuble, les premiers gamins qui passent, j'ai plus de jardin. Tandis que si c'est les mamans qui mettent en place ce jardin, il ne faut pas toucher. C'est la maman d'Albert, c'est la maman de Rachid qui fait le jardin. Donc on ne va pas y toucher, c'est important. Et donc, dans le quartier, on va essaimer des jardins. Je vous ai dit qu'on avait une épicerie sociale et solidaire. Cette épicerie sociale, elle a plein de déchets, parce que quand elle récupère les choses des supermarchés, les invendus, des fois il y a des choses qui sont abîmées. Il y a des choses qu'on pourrait transformer tout de suite. Demain, on mettra en place une sorte d'unité de transformation pour faire des conserves directement. Mais après, on va encore avoir des déchets. Donc ces déchets, on va les amener aux poules, qu'on aura à côté de notre jardin dès l'année prochaine. On réfléchit en circuit. Le déchet de l'un doit devenir la source et la richesse de l'autre. Donc les déchets du magasin deviennent la richesse de l'épicerie, les déchets de l'épicerie deviennent la richesse de la conserverie,
Les déchets de la conserverie deviennent la richesse du poulailler et les déchets du poulailler, la richesse de ma zone de culture. On a besoin, comme en Égypte, à un certain moment, que des Joseph se lèvent sur le pays. Il y a plein de façons de faire. Je vais vous en lister comme ça, et vous saisissez celle qui vous parle. Participer à des filières courtes. Produire soi-même ou en groupe. Passer du flux tendu à la réserve tampon. Ça, faut que j'explique 2 minutes. On a l'habitude, on va faire des courses, et puis on rentre à la maison, on a pris ce qu'on avait besoin pour la semaine. C'est pas ce qu'on pourrait faire de mieux. On peut commencer à apprendre à stocker. Quand nous avons eu le confinement en France, je l'ai vu arriver gros comme un camion. Avec mon épouse, jusqu'à ce moment-là, on fonctionnait en flux tendu, c'est-à-dire qu'on faisait les courses pour la semaine. J'ai dit, chérie, cette fois-ci, fais les courses pour 3 semaines. Elle m'a dit, t'es sûre? Je dis, oui, fais les courses pour 3 semaines. Elle a fait les courses pour 3 semaines. Le confinement est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Peur, tout le monde est allé au magasin. Nous, on était tranquilles à la maison. On a passé ce moment de panique, on a permis aux autres d'aller tranquillement, d'aller au magasin. Nous, on avait déjà nos stocks, on pouvait rester à la maison. On avait fait pour 3 semaines. L'idéal, c'est d'avoir pour plusieurs mois. Mais il faut gérer ce stock, il ne faut pas qu'on ait de perdition. Donc il faut avoir mis en place un système où chaque fois que je récupère un paquet de pâtes, il faut que je me note de récupérer un paquet de pâtes la prochaine fois aux courses. Mais je ne vais pas le remettre devant, ce paquet de pâtes, il faut que je le mette derrière, parce que sinon je vais avoir des péremptions. Bref, il faut avoir des stocks. D'ailleurs, stocker de la nourriture, c'est le meilleur investissement que vous auriez pu faire, le jour où vous avez choisi un autre investissement. Parce qu'avec l'inflation qui n'a pas arrêté depuis tant d'années, il y a des gens qui ont fait des études sur l'inflation par rapport à l'alimentation, l'un des investissements les plus rentables, c'est l'alimentation. Avoir de l'alimentation à l'avance, vous allez voir les prix qui vont encore augmenter dans les mois qui viennent. Tout ce que vous avez stocké aujourd'hui, vous le paierez moins cher demain. Enfin, vous l'aurez moins cher pour demain. Je vous ai déjà parlé de repenser nos aménagements extérieurs. Et puis, si on est engagé au niveau de la commune, on peut étendre le mouvement au niveau communal. Et puis, si on n'est pas engagé plus que ça de la commune, on peut faire une note aux candidats. Moi, j'ai fait une note pour le maire de Toulouse, et, pour le candidat qui, je pensais, allait gagner. Et ils sont demandeurs. Dans la semaine suivante, j'ai eu 3 adjoints au maire au téléphone sur ce sujet-là. Et je leur ai donné tout un programme que je leur conseillais pour améliorer la résilience alimentaire de Toulouse. On n'a pas fait de révolution. Mais aujourd'hui, on a un adjoint à l'alimentation, comme je l'avais suggéré, et on a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Je ne sais pas s'ils le font bien, ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai juste répondu à mon père qui m'a dit « envoie-leur une note programmatique, c'est ce que je te demande de faire ». Donc je l'ai fait, j'ai pris le temps, j'ai pris la soirée pour faire une note programmatique, comment je voyais Toulouse s'améliorer par rapport à la résilience alimentaire. Et ils le font en partie, et ils le font à leur sauce. Ça ne me regarde plus, ce n'est plus ma responsabilité, mais j'ai semé, parce que mon père me demandait de semer. On peut le faire. On peut consolider les marchés locaux. Et puis aussi, on peut mettre en place des choses. Et puis si l'un d'entre nous a envie de se lancer dans la production alimentaire, les premiers clients d'un boulanger, d'un paysan boulanger qui se lancerait, ça devrait être son église. Les premiers clients de quelqu'un qui se lancerait dans la conserverie, ça devrait être son église. Même si les premières recettes, elles ne sont pas géniales. On encourage. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'économie dans la création. Eh bien, on doit la mettre en application en tant qu'assemblée. Et puis si le projet il est porté par une église, une autre assemblée de notre ville ou de la ville d'à côté, c'est pareil. Le royaume, il ne se limite pas à mon église, il ne se limite pas à mon assemblée. Depuis qu'on a lancé le réseau des Joseph pour aujourd'hui et pour demain, c'est un truc tout simple. C'est juste les formateurs en permaculture chrétienne en France, en Suisse, qui se sont rassemblés, qui ont dit on veut fonctionner ensemble, on veut réseauter ensemble. Eh bien, et on a dit on n'appartient à aucun réseau, à aucune fédération d'église. On est juste des individus qui ont à cœur ces sujets-là. Et on se met en réseau, et donc on a une plateforme privée sur laquelle on peut échanger, se donner des conseils, se donner des sujets de prière, et aussi voir des choses arriver à réalité. Je pourrais vous parler d'une ville en France où il y a 2 porteurs de projets. C'est des projets qui ne sont pas exactement les mêmes, mais ils sont vraiment complémentaires.
Ces deux personnes ne se connaissaient pas, parce que l'une est dans une église libre et l'autre est dans une église réformée. Ou charismatique, peu importe. En tout cas, ils sont dans deux assemblées différentes, de la même ville. Pas une grosse ville, une petite ville. Mais ils ne se connaissent juste pas parce qu'il n'y a pas de relation. C'est pas grave, enfin, c'est pas grave, j'en sais rien. Mais le fait est que ils se sont mis en relation sur un projet et ils sont en train de travailler ensemble. Ils ne se demandent pas s'ils sont d'accord théologiquement. Ils ne se demandent pas si le Saint-Esprit est toujours actif aujourd'hui ou si ça arrête à l'époque des apôtres. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'ils ont à cœur un projet en commun et qu'ils sont tous les deux chrétiens et qu'ils ont tous envie de répondre à l'appel du Père. Donc ils le font. Okay ? Et on est en train de créer des ponts. Je vous promets, jamais personne ne m'a demandé, avant de rentrer dans le groupe, vous faites partie de quelle dénomination en fait ? Et vous en pensez quoi du pédobaptisme ? On s'en fiche. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est pas vrai. Mais sur des sujets précis, c'est pas le sujet. À ce moment-là, c'est pas le sujet. On a la même vision. Et puis souvent, les gens que je rencontre ou de qui je reçois des mails, ils me disent merci d'exister parce qu'en fait, je croyais que j'étais toute seule. Je croyais que j'étais tout seul dans mon coin à porter de cette vision et je me rends compte qu'on est des centaines, voire des milliers en France, et en Suisse, et en Belgique. Et pour une fois que des Français et des Suisses font quelque chose ensemble, on fait quelque chose ensemble. Parce que notre Père nous l'a demandé. Et on ne se demande pas si on pense tous pareil dans la famille. Moi, à certains repas de Noël, j'ai certains vieux oncles, ils ont des réflexions, mais je les supporte. Ils font partie de la famille. Et puis j'ai une tante un peu frigide qui est toujours un petit peu légaliste. Mais elle fait partie de la famille, donc je ne vivrai pas avec elle. Mais pour les repas de Noël, on fait l'effort. Pour des projets, on peut faire l'effort. On n'a pas besoin d'être d'accord avec tout. On a besoin juste de se rassembler et de faire un petit peu la part vers l'autre pour que les projets voient le jour. Et je rêve d'entendre un jour parler de cette ville et d'entendre qu'il y a des projets qui sont en train de se faire avec des chrétiens qui sont ici de plusieurs assemblées et qui ne vont pas au même endroit le dimanche matin. C'est pas grave. Le vendredi soir, ils sont dans le même jardin. Moi j'ai 2-3 questions. Parce que ce qu'il y a, c'est je sens que nous arrivons dans un moment un peu tendu. Et, donc pour l'enregistrement, Jean-Marc sent qu'on arrive dans un temps un peu tendu. La question est la suivante. Est-ce que tu nous conseilles par exemple tous ceux qui ont un jardin de réfléchir si on ne l'utilise pas, puis de se dire ben là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose avec nos jardins? Alors, est-ce que je conseille à tout le monde de se poser la question, est-ce que je dois faire quelque chose avec mon jardin? Je conseille à tout le monde de se poser des questions. Vous avez sûrement des questions qui vous trottent dans la tête. Quelle est la part que je dois faire? Et puis si vous croyez que le Saint-Esprit est toujours actif, posez la question directement à Dieu. Si vous avez une vraie relation avec Dieu, je pense que celui qui sait le mieux la réponse à cette question, c'est lui. Tournez-vous vers votre Père et dites-lui, papa, dis-moi, c'est quoi ma mission? Parce que moi, ce soir, je ne voudrais pas vous charger d'un fardeau qui n'est pas le vôtre. Je ne voudrais pas vous charger d'un fardeau qui serait illégitime. Je suis venu apporter un message et je fais confiance à papa pour que ça sème à l'endroit où ça doit semer et que ça germe à l'endroit où ça doit germer. Alors oui, moi je rêverais que chacun d'entre vous avance un pas de plus dans la résilience alimentaire. Mais ça, c'est mon rêve d'homme. Et d'ailleurs, j'ai aucune compétence pour évaluer la réussite des projets. Je fais une petite parenthèse. La réussite des projets. C'est quoi une réussite? Abraham, à la fin de sa vie, il devait avoir une terre. Le seul bout de terre qu'il avait, il avait dû le payer. C'était pour enterrer sa femme et lui-même. D'un point de vue humain, Abraham, ton projet... Moïse, à la fin de sa vie, il devait amener les gens dans la terre promise. D'un point de vue humain, il a raté. Mais ça, c'est le regard humain. Abraham, il a fait ce que Dieu lui avait demandé, il est allé au bout de sa mission. La mission était plus grande que lui. Moïse est allé au Jourdain, il est allé au bout de sa mission. La mission était plus grande que lui. Je voudrais que nous arrêtions de regarder les projets dans lesquels nous fonctionnons depuis notre regard humain. La question à nous poser, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est Dieu qui me l'a demandé? Si c'est Dieu qui me l'a demandé, est-ce que j'ai fait ce qu'il me demandait de faire? Et si j'ai fait ce qu'il me demandait de faire, le résultat lui appartient. Ce n'est pas ma responsabilité. Ce soir, j'ai semé.
mais c'est Dieu qui fera croître. Ma responsabilité, c'est pas que dans un an, si je reviens, il y ait 40 jardins partagés. Je dis pas que ça n'a pas d'importance. Je dis que je ne prends pas sur moi ce joug-là, ce besoin de performance. Je dis pas non plus qu'il faut rester dans mon coin, et du coup, il n'y a plus rien à faire. Non, non. Régulièrement, je mets mes projets devant Dieu et puis je lui dis qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce qui n'est pas pour toi. Parce que j'ai des passions comme tous. Mais les passions que j'ai, est-ce qu'elles prennent du temps sur des projets que tu voudrais que je réalise? Et alors, il y a des passions que je laisse de côté. Je vais vous dire, la permaculture faisait partie des passions que j'avais mis devant Dieu. Je disais, moi, ça m'intéresse, mais est-ce que toi, ça t'intéresse? J'étais pas conscient à quel point ça l'intéressait. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux. C'est ça les questions à vous poser. Qu'est-ce que Dieu me demande? À mon niveau, qu'est-ce que moi je peux faire pour avancer vers la résilience alimentaire ou vers d'autres sujets? Quelle est ma part? C'est tout. D'autres questions? Oui? Ouais, moi je m'intéresse par rapport, tu parlais des champignons. Oui. Passionné. Ces champignons, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans un sol vivant, ils ne sont pas visibles, ils sont dessous? Alors, par rapport aux champignons, effectivement, les champignons, la majorité du champignon, vous ne le voyez pas. On appelle ça le mycélium, c'est tout le réseau du champignon. La seule partie que nous, on appelle champignon, qui est le champignon qu'on se mange, c'est la partie qui sert aux champignons pour se reproduire et qui apparaît juste à un moment. Mais en fait, le champignon, c'est pas ça. Le champignon, c'est tout le reste qui est invisible sous le sol. Et donc, qui ne peut fonctionner et vivre que dans un sol vivant, effectivement. D'autres questions? Eh bien, je vous remercie, pour ma part, c'est terminé. Je suis encore disponible si vous avez des questions, mais je trouverais ça dommage que vous ne les ayez pas posées en grand groupe. Ah, oui? Oui, moi j'en ai une. En fait, tu nous parles beaucoup de potager. Oui. Mais dans les grandes... Après la guerre, il y a eu, pour nourrir toutes ces personnes, on a fait justement tracteur bidule. Oui. Mais comment maintenant, est-ce qu'on peut revenir en arrière par rapport à Oui. ça, mais dans de grands domaines, dans de grandes Tout à fait. surfaces? Alors, il y a possibilité d'un retour ou bien... tout à fait. Voilà. La question, c'est par rapport au fait que tout ce que je vous ai parlé ce soir, je me suis adressé, parce que je ne vous ai pas posé la question en début de soirée, est-ce que vous étiez des fermiers? Est-ce que vous étiez des agriculteurs? Est-ce que vous étiez des jardiniers du dimanche? Est-ce que vous étiez juste des curieux? Mais effectivement, la question se pose pour les grandes cultures. Ce soir, je me suis adressé surtout pour les potagers. On l'a vu dans la vidéo qui est passée juste avant. Les solutions pour les grandes cultures, elles existent. Les solutions sont différentes. Mais ça s'appelle l'agriculture de conservation. Le semis direct sous couvert. On l'a vu, on ne retourne plus le sol, on a des couverts permanents. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai récolté mon blé, je ressème derrière un engrais vert. Et puis, comme mon engrais vert il est en fleurs, je vais l'écraser avec ce qu'on appelle un rouleau faca. C'est un rouleau qui va venir, qui va écraser cette semence qu'on a mis. Au moment où c'est la floraison, parce que c'est le moment où elle est le plus fragile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir derrière semer directement, avec bien sûr du matériel adapté. Ce qui est compliqué pour les agriculteurs qui sont en conventionnel, quand on leur parle de semis direct sous couvert, c'est qu'il faut qu'ils changent tout leur matériel. Parce qu'ils ont un matériel qui est calibré pour le labour, pour le semis sans un brin d'herbe qui traîne. Et là, on va leur demander, bon, déjà, on enlève la charrue, mais il va falloir semer au milieu de débris végétaux. Et donc, on est encore en train de travailler et d'améliorer le matériel. Je suis certain qu'il existe des réseaux en France, en Suisse, mais en France, on a un super réseau. C'est Vers de Terre Production. C'est plein de choses qui poussent à la... Enfin, c'est des gens qui réfléchissent et c'est des gens qui sont sur le terrain. Et ce qui est génial, c'est que Vers de Terre Production et Maréchal sur Sol Vivant ont quasiment fusionné, en tout cas, ils se parlent beaucoup. Et on a d'un côté des défenseurs du bio et des défenseurs des produits chimiques qui ont appris à collaborer et à apprendre l'un de l'autre. Je vais terminer par ça. Enfin, sauf s'il y a d'autres questions en suivant, mais je pense que vu l'heure, on n'a pas parlé ce soir, personne ne m'a posé la question des produits chimiques. Parce que peut-être tout le monde est parti du principe que j'étais contre. Eh bien, ça dépend. De la même façon que je suis très content quand je suis malade de pouvoir aller à la pharmacie et prendre un produit chimique. Je ne suis pas mécontent que pour sauver une production, mon agriculteur puisse avoir une cartouche dans sa poche.
De la même façon que je suis très content de pouvoir être opéré à cœur ouvert ou de pouvoir être opéré du foie, ben je suis content que les agriculteurs puissent, si le sol le nécessite, avoir un petit travail, voire un gros travail si c'est nécessaire. Ce contre quoi je suis, ben, en tout cas, pour les techniques que je ne veux plus voir, enfin que je ne veux plus, c'est pas moi qui décide, mais le but c'est qu'on ne soit plus dans une agriculture avec du travail intensif du sol et de la chimie obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est comme le service où vous avez toutes les personnes en réa avec un tube et une perfusion. C'est-à-dire qu'à tel jour, à telle heure, à telle feuille, on met tel produit. Ça, c'est une conduite de soins intensifs. Ça fonctionne. La personne, elle reste en vie. Mais ce n'est pas l'idéal. La vie, la vraie, c'est je vis de façon naturelle. Et si j'ai un pépin, je sors un produit chimique. Si j'ai besoin de travailler le sol, je travaille le sol. Mais on redonne la puissance d'action aux agriculteurs et on arrête de les embêter en leur mettant des règles. On fait appel à l'intelligence des agriculteurs, on fait appel à l'intelligence des agronomes pour connaître leur milieu, pour connaître leur sol, pour connaître la météo autour de chez eux et pour savoir qu'est-ce qui est le plus adapté. Et si pour sauver une culture, il faut mettre un petit produit, eh bien si c'est sur sol vivant, ça ne me dérange pas. Je préfère manger un produit sur sol vivant qui a vu une fois du Roundup parce que dans son suivi, il y a eu, ça ne s'est pas passé tout à fait comme il faut et donc il a mis un petit coup de glyphosate. Mon sol est vivant, il va savoir encaisser. Derrière le glypho, il ne sera plus là. Par contre, si mon sol est labouré et qu'il est mort, le coup de glypho, il va se retrouver dans mon eau et il ne sera pas absorbé. Donc là, il me pose problème. De la même façon que je préfère, donc comme je vous ai dit, l'agriculteur qui se laisse la cartouche dans la poche, que manger un produit bio sur terre labourée. C'est peut-être choquant pour certains d'entre vous, mais finalement, pourquoi pas? Parce qu'un produit bio sur terre labourée, ben, il sera peut-être bio, il n'y aura peut-être pas de produits chimiques dedans, mais peut-être qu'il n'y aura pas tous mes nutriments. Parce qu'il n'y aura pas les champignons qui ont été créés pour faire ce job-là. Et là, peut-être que j'ai perdu une partie de la salle, mais c'est pas grave, j'étais pas là pour tous vous convaincre. Je vous remercie. On va pouvoir continuer les questions en privé, mais pour libérer les gens vu l'heure, je vous propose qu'on arrête là. Je vous remercie encore à chacun et à très bientôt.